Salut Max, as-tu un chien? Oui, il me tient compagnie et me rend heureuse chaque jour. Bonjour Anna. Aimes-tu cuisiner à la maison? Oui, c'est créatif et tu sais exactement ce que tu manges. Salut Ben, vas-tu souvent au cinéma pour regarder des films? Pas vraiment. Je préfère regarder à la maison où c'est plus confortable. Bonjour Chloé. Écoutes-tu de la musique quand tu étudies? Oui, la musique calme m'aide à rester concentré et détendu. Bonjour chers résidents. L'Association Terre Verte vous invite à participer à une campagne de nettoyage communautaire ce samedi, à partir de 8 heures près du parc municipal. Les bénévoles aideront à ramasser les déchets, planter des arbres et embellir le quartier. Des rafraîchissements seront offerts, et l'événement est ouvert à tous les âges. Rejoignez-nous pour rendre notre communauté plus propre, plus verte et plus accueillante pour tous. Bonjour, ici l'hôpital général de la ville. Nous souhaitons vous informer que votre rendez-vous dentaire prévu jeudi à 14 heures a été déplacé à vendredi à 11 heures en raison de l'indisponibilité du médecin. Merci de confirmer votre présence en contactant la réception. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre souplesse face à ce changement. Bonjour chers parents, ceci est un rappel de École Maplewood. La date limite pour le paiement des frais de scolarité du deuxième trimestre est lundi prochain. Nous prions toutes les familles de bien vouloir effectuer le paiement avant la date prévue afin d'éviter des frais de retard. Si vous avez déjà réglé, veuillez ignorer ce message.
Nous vous remercions de votre coopération et de votre soutien continu à nos programmes éducatifs. Bonjour, ici la Banque Global Trust. Nous avons détecté une activité inhabituelle sur votre compte. Par précaution, nous avons temporairement limité certaines transactions. Pour rétablir l'accès complet, veuillez vérifier vos opérations récentes, en vous rendant à votre agence la plus proche, ou en utilisant notre ligne sécurisée. La protection de vos fonds reste notre priorité absolue, et nous vous remercions de votre coopération rapide. Bonjour, ici le département du bien-être de la ville. Nous organisons une collecte de sang au centre communautaire ce samedi de 9 h à 14 h. Tous les donneurs doivent apporter une pièce d'identité valide et répondre aux critères d'éligibilité. Des collations et des kits bien-être seront offerts. Votre participation peut sauver des vies. Bonjour, ici la Bibliothèque publique de Midtown. Nos dossiers indiquent que 3 documents de votre compte sont en retard de plus de 10 jours. Des amendes continueront à s'accumuler jusqu'à ce que les documents soient rendus ou renouvelés. Veuillez vous connecter à votre compte ou nous rendre visite pour régler la situation. Merci. Bonsoir. Ici le support de Skillsphere. Nous avons remarqué plusieurs tentatives de connexion échouées pour votre prochain webinaire. Si vous avez des difficultés à accéder à la session, veuillez utiliser l'outil de réinitialisation du mot de passe ou contacter le support technique 15 minutes avant le début de la session. Nous voulons nous assurer que vous ne manquiez pas l'événement. Bonjour, ici Jenna de Blue Arc Solutions. Merci encore d'avoir assisté à votre entretien avec nous hier. Notre équipe a apprécié vos idées et vos qualifications. Nous finalisons actuellement nos décisions, et nous vous recontacterons dans un délai de 3 jours ouvrables avec une mise à jour. En attendant, n'hésitez pas à partager tout document supplémentaire ou référence que vous souhaiteriez que nous prenions en compte. Nous reviendrons bientôt vers vous. Bonjour, ici Riva du support de facturation QuickCart. Votre paiement automatique pour l'abonnement de ce mois-ci a échoué en raison d'une erreur de traitement de carte. Veuillez mettre à jour vos informations de paiement dans les 48 heures afin d'éviter une interruption du service. Une fois résolu, vos avantages reprendront sans pénalité. Faites-nous savoir si vous avez besoin d'aide pour mettre à jour vos informations.
Bonjour, ici le coordinateur des transports de Oakview High. En raison de problèmes mécaniques sur la ligne de bus 12, les ramassages des élèves seront retardés d'environ 20 minutes aujourd'hui. Merci de conseiller aux élèves d'attendre en toute sécurité à leurs arrêts désignés. Nous nous excusons pour le désagrément et apprécions votre patience. Personne 1. Je compte mes pas en visant 10 000 par jour, je fais des pauses debout toutes les heures au travail et j'utilise un bureau debout. Je marche ou je fais du vélo pour les courses de moins de 2 km et accent aigu, tire 5 minutes en milieu d'après-midi. Même les jours de repos, je privilégie le mouvement incident pour garder mon corps actif tout au long de la journée. Personne 2. Je marche quand j'y pense, surtout le week-end ou si j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Pendant la journée de travail, je reste assis sauf s'il y a une réunion ailleurs. Je prends parfois les escaliers mais je choisis l'ascenseur si je suis pressé. Je sais que je devrais bouger d'âge, mais je ne donne pas systématiquement la priorité à l'activité en dehors des entraînements. Personne 3. Je reste assis la plupart du temps et trajet, travail de bureau et loisirs, tout se passe sur une chaise. Je ne compte pas mes pas et ne fais pas de pause. Même pour de petits trajets, je conduis ou prends les transports est minimal et je ne suis actif que lors de rares visites à la salle de sport, plutôt que d'intégrer le mouvement dans la vie quotidienne. Personne 1. J'utilise un gestionnaire de mots de passe avec des codes uniques et complexes pour chaque compte. J'active l'authentification à 2 facteurs partout où c'est possible et je révise mes paramètres de confidentialité chaque mois. J'évite le Wi-Fi public sans VPN. Je supprime régulièrement les cookies et j'utilise des applications de messagerie chiffrée. Protéger mes données est une priorité dans chaque interaction en ligne. Personne 2. Je change mes mots de passe de temps en temps et j'active l'authentification à 2 facteurs pour mon principal email et mes applications bancaires. Je suis prudent sur le Wi-Fi public et j'évite les liens suspects mais je n'examine pas tous mes paramètres. Je sais que je pourrais en faire plus, mais je couvre les bases et j'espère que cela suffit. Personne 3. J'utilise le même mot de passe pour la plupart des sites, je modifie rarement mes paramètres de confidentialité et j'accepte les autorisations sans les lire. Je partage librement des informations personnelles sur les réseaux sociaux et je n'utilise pas de VPN. Je suis conscient des risques mais je n'ai pris aucune mesure pour me protéger en ligne. Ici Radio Économie Verte. Les marques de mode rapide lancent de nouvelles collections de vêtements chaque semaine, offrant des styles abordables qui séduisent les jeunes consommateurs. Pourtant, les coûts environnementaux et éthiques sont énormes. La production textile contribue fortement à la pollution de l'eau, tandis que les vêtements bon marché finissent souvent dans les décharges après seulement quelques utilisations. Des rapports révèlent également des conditions de travail dangereuses dans des usines à l'étranger où la main-d'œuvre est exploitée pour maintenir des prix bas. Les défenseurs de la mode durable encouragent l'achat de seconde main, le recyclage et des cycles de production plus lents. Cependant, les critiques affirment que sans changement structurel de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les choix des consommateurs seuls ne résoudront pas la crise. Alors que les cycles de mode s'accélèrent,
L'industrie est confrontée à une question morale. L'accessibilité peut-elle réellement coexister avec la responsabilité? Bienvenue à Démographie mondiale aujourd'hui. De nombreux pays développés constatent un vieillissement rapide de leur population. Une espérance de vie plus longue et une baisse des taux de natalité signifient qu'une main-d'œuvre réduite doit soutenir un nombre croissant de retraités. Cela crée une pression sur les systèmes de retraite, les services de santé et les infrastructures de logement. Certains gouvernements encouragent l'immigration pour contrebalancer le déclin démographique, tandis que d'autres favorisent une natalité plus élevée grâce à des subventions et à l'aide à la garde d'enfants. Pourtant, la résistance culturelle freine souvent ces politiques. Le débat est à la fois économique et social. Comment les sociétés peuvent-elles valoriser et prendre soin de leurs aînés tout en maintenant la stabilité pour les générations futures? Dr Mera, avec l'essor de l'intelligence artificielle dans les environnements professionnels, des inquiétudes apparaissent concernant l'influence de l'automatisation sur la cognition humaine et la prise de décision. Pourriez-vous clarifier les conséquences neurologiques et comportementales d'une interaction prolongée avec des systèmes intelligents? Bien sûr, lorsque les individus délèguent à plusieurs reprises des tâches analytiques à des plateformes algorithmiques, on observe une réduction progressive de l'activité dans le cortex préfrontal dorsolatéral, la région du cerveau associée à la résolution de problèmes complexes. Cela ne signifie pas que les capacités cognitives disparaissent, mais qu'elles sont sous-utilisées, menant à un phénomène souvent décrit comme déchargement cognitif. Sur le plan comportemental, cela peut générer deux effets contrastés. D'une part, cela libère des ressources mentales, permettant aux humains de se concentrer sur la créativité, l'empathie et le raisonnement abstrait. D'autre part, cela risque d'encourager une dépendance excessive aux résultats produits par les machines, diminuant l'évaluation critique et le jugement indépendant. Il existe également des dimensions culturelles émergentes. Dans les sociétés où l'automatisation est fortement intégrée, la prise de décision collective se concentre souvent sur la vérification plutôt que sur la génération. Cela modifie subtilement la dynamique de groupe, car les équipes privilégiant l'efficacité à la délibération. À l'inverse, dans les communautés peu exposées à l'automatisation, l'intuition humaine conserve sa primauté, produisant souvent des résultats plus diversifiés mais plus lents. Les implications à long terme demeurent incertaines, mais nous commençons à voir que l'exposition aux systèmes intelligents modifie non seulement les stratégies cognitives immédiates mais pourrait progressivement transformer les approches éducatives, les hiérarchies professionnelles et même les conceptions de l'autorité.
Professeur Alvarez, les récents progrès en génétique comportementale suggèrent que certaines prédispositions psychologiques peuvent avoir une base biologique. Pourriez-vous expliquer comment les variations génétiques influencent les tendances humaines sans tomber dans des explications déterministes? Bien sûr, les polymorphismes génétiques, variations dans des séquences d'ADN spécifiques, modulent l'activité des neurotransmetteurs. Par exemple, les différences alléliques du gène du récepteur DRD4 peuvent influencer la signalisation dopaminergique, affectant subtilement les comportements de recherche de nouveautés ou de prise de risque. Cependant, ce ne sont pas des destins rigides. Les gènes interagissent avec l'environnement dans des boucles de rétroaction complexes. Considérons des jumeaux identiques élevés dans des contextes différents. L'un dans un système éducatif très structuré, l'autre dans un environnement plus libre. Malgré des génomes identiques, leurs expressions comportementales peuvent diverger considérablement en raison de la modulation contextuelle. Cela démontre l'interaction gène-environnement, où les tendances héritées sont amplifiées ou atténuées par les conditions extérieures. Sur le plan culturel, les sociétés qui valorisent l'autonomie individuelle soulignent souvent les explications génétiques de la personnalité, tandis que les contextes collectivistes attribuent davantage les comportements aux pressions situationnelles. Cette différence influence la manière dont les résultats génétiques sont interprétés socialement et éthiquement. En fin de compte, les prédispositions génétiques façonnent des probabilités, pas des certitudes. Elles créent un terrain favorable aux traits mais ne dictent pas les résultats. L'éducation, l'action parentale, la nutrition et les interactions sociales restent de puissants médiateurs de l'influence génétique. Docteur Kim, beaucoup d'urbanistes soutiennent que la conception des villes influence non seulement la mobilité physique mais aussi le bien-être psychologique. Pourriez-vous expliquer les mécanismes par lesquels l'organisation spatiale façonne la santé? Certainement, les villes caractérisées par des embouteillages, un manque d'espace vert et une faible accessibilité piétonne favorisent souvent une élévation des hormones de stress, des tensions cardiovasculaires et même des symptômes dépressifs. L'exposition continue à la pollution sonore, par exemple, peut dérégler les rythmes circadiens et altérer la qualité du sommeil. En revanche, des aménagements urbains dotés de parcs cibles, de transports publics efficaces et de parcours piétonniers sont associés à une meilleure activité physique, à une réduction des taux d'obésité et à un renforcement du lien social. Ces éléments de conception servent de signaux environnementaux incitant à des comportements plus sains sans effort conscient. À une échelle plus large, l'inégalité spatiale, où les quartiers aisés bénéficient d'un air plus pur et d'équipements abondants tandis que les zones marginalisées subissent la présence d'industries, accentue les disparités de santé. Avec le temps, cela renforce les cycles d'inégalité, car une mauvaise santé limite les opportunités éducatives et économiques. À l'échelle mondiale, les villes visionnaires adoptent le design biophilique, intégrant des éléments naturels dans les paysages bétonnés. Ces interventions réduisent non seulement la pollution, mais améliorent aussi l'humeur, la créativité et la résilience face au stress. Ainsi, l'environnement bâti agit à la fois comme déterminant médical et comme artefact culturel.
Docteur Hassan, comment l'exposition continue aux médias numériques affecte-t-elle les processus de mémoire humaine? Excellente question. L'omniprésence des appareils numériques a transformé le fonctionnement de la mémoire. Plutôt que de stocker l'information en interne, beaucoup d'individus l'externalisent sur leurs appareils, un processus appelé mémoire transactive. Cela réduit la dépendance au rappel interne mais améliore l'efficacité de la récupération de l'information. Sur le plan neurologique, le multitâche constant entre divers stimuli numériques fragmente l'attention et nuit à la consolidation dans l'hippocampe. La rétention à court terme peut être favorisée par la répétition, mais l'ancrage à long terme en pâtit souvent. Le cerveau privilégie en fait l'accessibilité plutôt que la durabilité. Fait intéressant, cela ne signifie pas que la mémoire est universellement affaiblie. Elle se transforme. Les gens se souviennent de plus en plus de l'endroit où trouver l'information plutôt que de l'information elle-même. Bien que cela élargisse l'accès, cela risque d'affaiblir l'intégration critique des connaissances. Sur le plan social, l'externalisation numérique de la mémoire crée des contrastes générationnels. Les générations plus âgées valorisent la rétention et la maîtrise, tandis que les plus jeunes privilégient les stratégies de navigation. Les systèmes éducatifs se demandent désormais s'il faut mettre l'accent sur l'apprentissage par cœur ou sur la littératie numérique comme mode principal de transmission du savoir. Les interventions artistiques publiques façonnent la manière dont les gens vivent les espaces partagés. Les fresques transforment les façades, les sculptures ancrent les places, et les performances animent les rues. Des processus de commande réfléchis impliquent les communautés locales afin de refléter leurs histoires et aspirations plutôt que d'imposer des esthétiques extérieures. Les installations temporaires permettent l'expérimentation et la participation, tandis que les œuvres permanentes peuvent devenir des repères et susciter des conversations. L'art public qui privilégie l'inclusion et l'accessibilité renforce l'identité civique, invite à la réflexion et peut catalyser la revitalisation des quartiers lorsqu'il est associé à une planification menée par la communauté. La désoxygénation des océans menace la vie marine, car le réchauffement et les rejets de nutriments réduisent l'oxygène dissous dans de nombreuses zones côtières et océaniques. Les zones à faible teneur en oxygène stressent ou déplacent les espèces, perturbent les pêcheries et altèrent des fonctions écosystémiques telles que le cycle des nutriments. Lutter contre la désoxygénation exige de réduire les rejets agricoles, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de surveiller les zones vulnérables. Une gestion résiliente des pêcheries et la protection des habitats contribuent à atténuer les impacts. Reconnaître l'interdépendance entre l'utilisation des terres, le climat et la santé des océans est essentiel pour préserver la productivité marine et les moyens de subsistance qui en dépendent. Les robots sociaux apportent une aide en matière de compagnonnage, d'éducation et de tâches répétitives, tout en soulevant des questions éthiques et de conception. Dans les soins aux personnes âgées, les robots thérapeutiques peuvent atténuer la solitude,
Dans les salles de classe, les robots interactifs soutiennent une pratique personnalisée. Les concepteurs doivent gérer la confidentialité, la transparence sur les capacités et des attentes réalistes des utilisateurs pour éviter la dépendance excessive. Une bonne conception robotique met l'accent sur le renforcement, et non le remplacement, des relations et des tâches humaines. Un développement inclusif impliquant utilisateurs, soignants et éthiciens permet de créer des outils respectueux de la dignité, améliorant les résultats et restant redevables envers les communautés qu'ils servent. Le journalisme éthique à l'ère numérique exige de nouvelles normes de vérification, de rapidité et de transparence. Les journalistes équilibrent la publication rapide avec une vérification rigoureuse des faits, en utilisant des sources claires et des corrections en cas d'erreur. Les rédactions doivent former les journalistes à la littératie numérique, à la vérification en sources ouvertes et à un usage responsable des plateformes sociales. Les choix de couverture, quelles voix sont amplifiées et quelles histoires reçoivent de l'attention, façonnent le débat public. Les pratiques éthiques privilégiant l'équité, le contexte et la réduction des préjudices. Le maintien d'un journalisme de qualité exige des investissements, la confiance du public et l'indépendance institutionnelle. L'horticulture thérapeutique exploite les activités de jardinage pour la rééducation et le soutien en santé mentale. Planter, entretenir et récolter offre une stimulation sensorielle, des tâches porteuses de sens et des progrès mesurables qui bénéficient à l'humeur et à la cognition. Des programmes dans les hôpitaux, centres communautaires et établissements correctionnels adaptent les activités liées aux plantes aux besoins des participants, améliorant la mobilité, les compétences sociales et la connaissance nutritionnelle. Associer l'horticulture à des cadres thérapeutiques professionnels améliore les résultats. Un aménagement de jardin accessible et des programmes inclusifs garantissent que des populations diverses puissent tirer profit des bienfaits thérapeutiques des interventions centrées sur les plantes. La FinTech pour l'inclusion financière utilise les paiements mobiles, les microcrédits et les systèmes alternatifs d'évaluation du crédit pour élargir les services aux populations mal desservies. En réduisant les coûts de transaction et en proposant des interfaces numériques simples, les plateformes FinTech atteignent les travailleurs ruraux et informels auparavant exclus du système bancaire formel. La conception doit privilégier l'ergonomie, la clarté des frais et la protection des consommateurs pour éviter des dérives prédatrices. Les partenariats avec les régulateurs et les institutions locales renforcent la confiance. Lorsqu'elles sont associées à l'éducation financière et à des produits adaptés, les FinTech peuvent stimuler l'entrepreneuriat, l'épargne et la résilience dans les communautés traditionnellement exclues de la finance classique.
L'écriture de fiction historique combine une recherche minutieuse et une narration imaginative pour donner vie aux époques révolues. Les auteurs équilibrent le contexte factuel, normes sociales, culture matérielle et événements, avec des intrigues centrées sur les personnages qui humanisent l'histoire. Un dialogue authentique, des détails sensoriels et une représentation éthique évitent l'anachronisme et les stéréotypes. La fiction historique peut mettre en lumière des perspectives oubliées et inviter les lecteurs à se confronter à la complexité morale du passé. Lorsqu'elle s'appuie sur la recherche et l'empathie, ces histoires enrichissent la compréhension publique et encouragent un engagement plus profond avec les héritages contestés de l'histoire. Les projets d'énergie communautaire permettent aux quartiers de co-détenir des installations renouvelables comme des panneaux solaires ou de petites éoliennes. Les modèles de propriété partagée distribuent les avantages, factures d'énergie réduites, emplois locaux et revenus, tout en renforçant les liens sociaux grâce à une gouvernance coopérative. Des partenaires techniques gèrent les opérations et la maintenance, tandis que les participants apportent capital et orientation. Le soutien politique, la compensation de l'injection au réseau et l'accès au financement permettent une large participation, y compris pour les ménages à faible revenu. L'énergie communautaire démontre comment la décarbonisation peut être inclusive et localement responsabilisante lorsque les structures privilégient la valeur partagée et la prise de décision démocratique. La préparation aux catastrophes met l'accent sur la préparation, pas sur la panique. Des plans clairs, des kits d'urgence, des canaux de communication et des exercices pratiqués réduisent les dommages en temps de crise. Une préparation communautaire, cartographier les vulnérabilités, former des volontaires et créer des réserves locales de ressources, renforce la résilience adaptée aux risques spécifiques à chaque lieu. Des plans inclusifs tiennent compte de la mobilité, de la langue et des besoins d'accès afin que l'aide atteigne tout le monde. Après les événements, une reprise rapide repose sur des réseaux préétablis et une coordination transparente. Investir du temps dans la planification et la collaboration locale transforme la vulnérabilité en capacité, permettant des réponses plus rapides et plus justes lorsque les catastrophes surviennent. Le journalisme citoyen amplifie les reportages de terrain grâce aux réseaux sociaux et aux médias locaux. Les témoignages, blogs communautaires et vidéos mobiles apportent une immédiateté à des histoires que les médias traditionnels peuvent manquer. Bien que cela démocratise l'information, cela soulève des questions de vérification, de biais et de sécurité pour les reporters. Une formation en éthique, vérification des faits et sécurité numérique soutient un journalisme citoyen responsable. Lorsque les plateformes et les rédactions collaborent, en offrant ressources et diffusion, les voix locales gagnent en crédibilité et la participation civique augmente, renforçant les écosystèmes informationnels démocratiques.